s'organisent sur des bases tribales. Les factions opposées autour du pouvoir condamnent le tribalisme des uns tout en s'appuyant sur leur propre tribalisme. L'esprit obligé qui irradie la société politique congolaise ne s'arrête pas à la question du tribalisme. Sa dimension néocoloniale persiste aussi au sein de l'élite, prompte à fustiger le tribalisme des uns et des autres. Cette élite brille par un silence assourdissant sur les crimes et les dérives néocoloniaux. Prête à tout pour la conservation ou l'accession au pouvoir, l'élite congolaise fait le pied de plus auprès de l'ancienne puissance coloniale afin d'être adoubée comme la meilleure garante des intérêts néocoloniaux. Pour preuve, le 23 décembre 2016, la paire Michel Sapin et Christine Lagarde s'étaient rendus en Afrique centrale, à Yaoundé, Cameroun, afin d'exiger des chefs d'État de la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, des mesures urgentes en matière monétaire et budgétaire. C'est Christine Lagarde qui demande ça à nos chefs d'État. On relève cette déclaration péremptoire de Christine Lagarde aux chefs d'État. Je cite, « Vos réserves de change ne couvrent plus que 2 mois d'importation, ce qui est incompatible avec une zone monétaire à taux de change fixe. Vos perspectives sont mauvaises. La zone CEMAC se dirige vers une crise encore plus sérieuse. La dévaluation n'est pas à écarter. » Fin de citation. D'où vient un tel pouvoir qui, pour exiger à la place des peuples africains, des forces économiques africaines, des experts africains à leur chef d'État de dévaluer ou non la monnaie. Voilà un cas qui caractérise bien le manque d'indépendance tant proclamé et la futilité du discours démagogique sur la souveraineté nationale. Nous disons que le sursaut national est possible. Nous pouvons mettre en place autre chose qu'une gestion oblimétrique du pouvoir. Pour cela, l'unité des forces progressistes est un préalable. Peut-on aujourd'hui mettre les Congolais ensemble sur un même projet? Si les Congolais ne sont pas capables de se rassembler au-delà de leurs appartenances ethniques, il n'y aura plus de Congo. Il faut tracer une ligne de démarcation nette entre les progressistes convaincus et les France-Africains, qui ne se battent que pour une alternative entre griffes démocratiques. Car l'équation aujourd'hui est non seulement de faire partir la dictature, mais surtout de mettre fin à un système de domination et d'aliénation le plus injuste qu'ait connu le pays. L'élite politique congolaise doit mettre la conquête de la souveraineté au centre de ses revendications, car elle seule donnera la possibilité d'orienter les politiques économiques, militaires et sociales en fonction des intérêts du peuple congolais. Il n'est pas normal qu'un État comme le Congo, qui se dit indépendant depuis plus de 50 ans, n'ait pas une armée capable de défendre le territoire national. Il n'est pas normal qu'un État comme le Congo, qui se dit indépendant depuis plus de 50 ans, soit toujours arrimé au franc CFA, nœud qui nous tient à la gorge. C'est pourquoi nous devons exhorter tous les États africains à s'engager avec nous dans un combat unitaire pour la souveraineté monétaire et pour la création d'une monnaie commune africaine. Il s'agit là d'un système conçu au sortir de la colonisation afin de permettre aux anciens colonisateurs de garder le contrôle sur les anciennes colonies. Par conséquent,
nous devons savoir que lorsqu'un pays n'a pas de souveraineté réelle, il ne s'agit plus simplement d'alternance démocratique qu'il faut conquérir, mais d'un changement du système, quelque chose qui va au-delà d'un simple changement de régime. Il sera nécessaire de mettre en place un audit citoyen des dettes publiques pour en finir avec l'initiative PPTE, pays pauvres, très endettés. Après, vous avez la réduction de la dette par la Banque mondiale. Instrument de souveraineté, l'audit citoyen consiste à analyser de manière critique la politique d'emprunt suivie par les autorités du pays et à répondre à de nombreuses questions. Par exemple, pourquoi l'État a-t-il été amené à contracter une dette qui ne cesse d'enfler? Au service de quels choix politiques et de quels intérêts sociaux la dette a-t-elle été contractée? Qui en a profité? Était-il possible ou nécessaire de faire d'autres choix? Qui sont les prêteurs? Qui détient la dette? Quelle est la rémunération des prêteurs? Comment l'État s'est-il trouvé engagé? Par quelle décision? Prise à quel titre? Combien d'intérêts ont été payés? À quel taux? Et quelle est la part du capital qui a déjà été remboursé? Comment les dettes privées sont-elles devenues des dettes publiques? Nous devons exiger la transparence sur les revenus pétroliers en nous appuyant sur deux mots d'ordre. Le premier, vis-à-vis des compagnies pétrolières, nous devons exiger le publier ce que vous payez. Et vis-à-vis du gouvernement congolais, nous devons exiger le publier ce que vous recevez. Le pétrole n'est pas une ressource inépuisable. Voilà, chers amis, chers compatriotes, quelques éléments, quelques pistes qui nous permettront, j'en suis sûr, d'ouvrir un débat sur ces problèmes qui fondent mon engagement au sein de la Ligue panafricaine Moja. Je vous remercie. Merci, le docteur Eboundi. Vous venez de soulever le débat. Oui, ce débat, c'est la problématique du FMI au Congo-Brazzaville. Vous savez que déjà en les années 80, alors que le pétrole coulait à flot, on nous a imposé en 86 un plan d'ajustement structurel. Et il a été d'ailleurs renforcé à partir de 87 par un plan d'ajustement structurel renforcé. Voilà, il me semble que on organise la mauvaise gouvernance à l'échelle France-Afrique pour détruire ces peuples-là et les avilisser d'ailleurs. Donc vous venez de poser des vrais problèmes qui se posent non seulement à l'échelle du tribalisme politique qui a toujours déroulé, qui s'est toujours déroulé au Congo-Brazzaville depuis 1959 jusqu'à nos jours d'ailleurs, et peut-être après. Si nous ne repensons pas ces enjeux, les problématiques du pouvoir politique sur différentes échelles, locales, départementales et nationales, nous allons tout droit dans le mur. Oui, je reviens sur les problématiques précitées, c'est-à-dire la problématique de la dette, du surendettement. Oui, qui détient cette dette? Quelle est la part du capital qui a été déjà reversée? Et quels sont les taux des emprunts? Et pourquoi? Pour quel choix politique on a été invité nationalement à emprunter, à surendetter le pays? Et dont on connaît déjà la condition humaine au niveau du Congo, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la justice, à la condition sociale, au cadre de vie, et etc. etc. C'est désastreux. Comment un pays, un seul pays, c'est le monde de 5 millions d'habitants, avec 302 000 km², qui est 10 fois plus que le Japon, et 15 fois plus que la Côte d'Ivoire. Population Côte d'Ivoire, plus de 15 à 20 millions d'habitants. Le Japon, autour de 400-500 millions d'habitants. Et nous, c'est 5 millions. Comment on peut se retrouver dans un environnement sociétal
avec 90% de la population de la mer. Il y a un problème. Bien sûr que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, c'est celui qui est à la tête qui en est responsable. Bien sûr, l'initiation des eaux, son régime, ses apparatchiks, ses dignitaires qui sont du nord, du sud et de l'est et de l'ouest congolais, du nord au sud. Bien vraiment, c'est ça à cette échelle-là. Mais bien sûr que les gros poissons mangent toujours les petits poissons, dont l'enjeu de notre soi-disant premier partenaire français, économique congolais, qui s'appelle la France. Bon, s'agit-il d'un monopole imposé ou autre? Mais pourquoi ne met-il pas les moyens pour mettre hors d'état de ce monsieur, qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui est à son compteur a déjà plus de 48 ans de crimes multiformes au Congo et aussi 33 ans de dictature antisociale et surtout criminogène. Mesdames, Messieurs, donc je repose les problématiques du FMI. Oui, le FMI. Oui, le FMI soulève au Congo des problématiques à la fois politiques, économiques, sociales et surtout morales. Je dirais même humaines. Peut-on surendetter un pays quand on n'a pas reçu mandat? Est-ce que tout Congolais, tout individu au monde peut aller surendetter un pays quand il n'a pas reçu mandat? Ou d'ailleurs, même si on n'a pas reçu mandat, on peut être président autoproclamé ou de fait. Et cela se déroule chez les Blancs, chez les Arabes, chez les Asiatiques, les Indiens, autres. Non, jamais. Pourquoi cela ne se déroule qu'à l'échelle de la race noire? Bien sûr que vous avez un peuple de moutons qui est toujours des pouvoirs de loups et des gouvernements de loups, ou d'ailleurs des créanciers de loups. Alors, pourquoi sommes-nous en arrivés là? Pourquoi nous ne sommes plus en capacité cognitive, intellectuelle, morale, même militaire, de défendre une nation? Bien sûr que certains sont allés à l'étranger, ils se sont enrichis, mais ils payent des taxes, les biens, les taxes foncières, partout, voilà. Donc, mais au cœur de l'enjeu, il s'agit bien sûr des problèmes de respectabilité interraciale à cette échelle, qui est d'ailleurs à l'échelle congolaise, mais aussi africaine, puisque ceux qui sont venus ont été cette économie du suicide collectif ou de l'irrespectabilité interraciale sont tous aussi africains, d'ailleurs. Mais alors, à quoi sert la race noire à l'échelle africaine? C'est quoi un Africain? C'est quoi un Congolais? C'est quoi un force africain aujourd'hui? C'est là, c'est problématique. Je pense que demain, le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Bien sûr que la culture globale est parmi nous. Et il va aussi nous responsabiliser, les uns et les autres, chacun avec son passif. Ce qu'il a fait du mal au peuple. Et demain, vous ne pourrez plus venir pleurer sur différentes échelles qu'il y a un acharnement, il y a la chasse à l'homme, il y a ceci. Non, vous étiez tous au mangeoire et vous avez détruit ce pays. Oui. Demain, vous n'allez pas venir dire oui, mais attendez, ce qui se passe là-bas, c'est inhumain contre nous. Non, c'est pas vrai. Ce n'est plus cette génération. L'Afrique a changé et va changer tout au long du XXIe siècle. Mais aujourd'hui, elle est encore bloquée, surtout à l'échelle Force Afrique, parce qu'il y a tous ces mauvais, ces êtres stupides qu'on leur a donné tous ces pouvoirs énormes et qui sont là pour déciviliser, déclasser, déshumaniser la race noire. Bien sûr que tout ce que vous connaissez de l'histoire de la race noire, sur différentes échelles, elle est là. Pourquoi parler que l'Afrique, elle est pauvre? Non, alors qu'elle livre la moitié des ressources minières mondiales, même énergétiques, parlons pas des problématiques des matières fossiles et tout ce que vous connaissez de cet écosystème naturel et aussi sociétal. Mesdames, Messieurs, bien sûr que la finance mondiale est peut-être devenue folle? Oui, sur quel standard moral, économique, social et humain le Fonds monétaire international peut-elle déclasser tout un écosystème? Et si demain, ces individus
qui sont aujourd'hui, parce que tout se sait, tout se voit, tout se diffuse, tout est relié. Chacun avec son éducation, sa culture, sa société, sa civilisation. Parce que la conscience de l'individu est souvent le reflet de la société à laquelle on appartient. Et si demain, les problématiques qui se passent là, on dit non, il n'y a plus de normes sociales, il n'y a plus de normes économiques, il n'y a plus de normes politiques, il n'y a plus de normes morales. Mais si demain, nous préparons les monstres de demain, ensemble, sur de fortes échelles. Nous ne parlons pas du terrorisme. Bien sûr que les États, au nom de la raison d'État, même par les pouvoirs légaux ou illégitimes, ils utilisent toujours la raison d'État. Et si demain, il arrivera des situations un peu plus compliquées, parce que nous sommes en train de préparer une bombe atomique qui va balayer partout dans le monde entier, puisque nous sommes devenus tous interdépendants. Alors, je repose la question à Madame Christine Lagarde, la patronne du FMI qui représente l'ancien ordre mondial. Et voilà, le FMI, la France, le bloc francophone, la Banque mondiale, le monde anglophone et autres, avec tout ce qui s'est passé. Mais vous vous êtes en train de préparer des crises de demain, des crises majeures de demain. Parce que derrière ça, nous sommes devenus interdépendants. Interdépendants, ce n'est pas seulement le point de vue économique, social, migratoire, autre, non, mais aussi génétique, qui dit que demain, à l'échelle, sur différentes échelles, il y aura des gens, un individu qui veut régler ses comptes par rapport à son passif, par rapport au passif, par rapport à ce qui ont fait du mal à son peuple, à sa race, à sa famille, à ceci. Bien sûr que ceux-là utilisent les leviers qui sont économiques, mais d'autres utiliseront aussi les leviers de l'État. Les armées, la police, le renseignement, tout ce que vous connaissez, les pressions diplomatiques, autres. Donc nous sommes en train, individuellement, en train de repenser le chaos. Oui, il sera chaos. Le monde est désormais chaos. Puisque on nous a tout légué. La nature, la création, s'il existe, l'être, ou Dieu, ou tout ce que vous connaissez. Je suis un athéisme, même si je suis animiste et aussi chrétien, mais je comprends que nous sommes dans la conographie. Je vous dis que voilà, j'ai eu l'idée géniale de parler de la conographie. Je deviens donc un conographe. Parce qu'un conographe, c'est celui qui étudie la conographie. La conographie est la répartition géographique des cons partout dans le monde. Vous savez que dans toute race et couche sociale confondue, quel que soit le pouvoir politique, économique, social, autre, du clochard au milliardaire, nous avons 99% de cons. Bien, vaut mieux être un con qu'un imbécile. Bien sûr que con ou imbécile, c'est pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment où on le rencontre. Mais nous sommes en train d'entrer dans l'entonnoir de cette connerie majeure, humaine, que nous sommes là, nous allons vivre ça. Et demain, les problématiques d'immigration, des courants politiques réfractaires ou réactionnaires, d'autres transgressives et d'autres progressistes. Bon, comment nous allons repenser ces enjeux-là? Je pense que si nous ne repensons pas ensemble nos modes de pensée politiques, économiques, sociales et culturelles, et si nous ne repensons pas ensemble ou restructurons ensemble nos mentalités, habitudes et comportements, si nous ne repensons pas ensemble nos modes de pouvoir politique sur différentes échelles, individuelles, locales, nationales et continentales, voire planétaires, et si nous ne repensons pas ensemble nos modes de production, d'ailleurs de consommation, de transport, de rejet dans l'environnement, il est sûr et certain, nous sommes en train, individuellement et collectivement, en train d'hypothéquer les générations actuelles et futures. Parce que nous sommes dans une planète finie. Ça s'appelle la planète Terre. Tous ceux qui sont allés dans l'espace ont souvent constaté cela. Que nous n'avons qu'une seule planète. Est-ce que nous sommes individuellement aujourd'hui en capacité
de détruire cet existant. Bien sûr, cela peut se passer sur différentes échelles, puisque nous sommes en capacité d'avoir un pouvoir politique et les détruire, même militaire, même des programmes secrets pour détruire l'humanité. On est tous capables aujourd'hui. Il y a des scientifiques, des technologues, et tout ça partout. Donc arrêtons de croire qu'il y a des races supérieures, des races inférieures, des autres. Non, non, nous sommes en capacité. Mais cela va d'ailleurs affecter votre existence d'abord à l'échelle privée, familiale, autre, avec des problématiques que je ne vais pas citer ici pour ne pas susciter ces réactions. Donc je reviens des problématiques du FMI. Le Congo-Brazzaville, un pays de 342 000 km², avec seulement 5 millions d'habitants, 60% de forêts primaires, c'est-à-dire presque l'Amazonie de l'Afrique, 40% de savane avec une ouverture océanique. Comment cela fait-il qu'un pays de 5 millions d'habitants qui regroupe Paris et sa proche banlieue, mais où 2 ou 3 quartiers de Kinshasa et seulement 1 ou 2 quartiers du Caire puissent se trouver dans cette situation-là. Bien sûr que dans toute organisation, qu'il soit État, entreprise et association, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et alors, pourquoi nous ne sommes pas individuellement et collectivement à l'échelle mondiale de mettre hors d'état de nuire ces mauvais qui sont en train de détruire l'humanité? Bien sûr que chacun avec sa psychanalyse, c'est-à-dire son passé, et qui demain seront aux affaires politiques, autres. Mais bien sûr que certains ont choisi le choix des religions, aussi pour gérer cette connerie, d'autres pour des mouvements extrémistes. Et donc nous sommes individuellement en train de préparer ça. Je pense que la problématique de la dette congolaise à l'échelle de ce passé du Congo, qui aujourd'hui est vendu à la découpe. Et Congo-Brazzaville d'ailleurs, c'est un pays sous occupation, comme au temps du Troisième Reich, du nazisme. Bien sûr que le Congo vit à l'époque pire que le nazisme, les camps d'extermination, le génocide, les opérations militaires, autres, les États ou d'autres qui protègent ce monsieur éphémère parce qu'ils n'ont jamais fait la lecture de la chute de tous les dictateurs à travers le monde. Parce que le Congo a existé avant Sassou Nguesso, il existera d'ailleurs après Sassou Nguesso. Mais avec quel individu demain qui voudra régler ses comptes, soit avec la famille de Sassou Nguesso, soit avec ses dignitaires, soit avec le clan au pouvoir, soit avec la tribu du dictateur, soit avec ses alliés militairement ou politiquement. Voilà. Donc, comment nous allons vivre ça? Bien sûr que nous sommes de la connerie humaine. Oui, le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, c'est que tous les sont infinis. Quoique Albert Einstein n'avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concerne l'univers. Mais pour la bêtise humaine, il en avait acquis la certitude absolue. Si nous sommes dans cette équation, oui, nous devons tracer une ligne de démarcation à l'échelle d'abord du Congo-Brazzaville. Pourquoi ne pas s'entendre sur un projet commun? On vit d'abord de dégager ce monsieur. Et puis, repenser la ligne de démarcation, c'est-à-dire entre les progressistes et ceux qui représentent l'ancien système. Donc, tout l'enjeu, parce que gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Quand on est un homme politique, on est public. Si on vous attaque, vous n'allez pas organiser des procès autres parce que vous êtes un homme politique. On vous attaque parce que vous êtes à la charge de ce commun. Sinon, à quoi ça sert d'être homme politique? Bien sûr que nous sommes dans cette équation-là qui va détruire, mais je pense que la situation, la problématique FMI et son associé, dictateur ou dictateur, Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, l'associé, l'actionnaire éphémère, parce qu'on a vu tout, parlons de Mobutu, riche, Kadhafi riche, tous les dictateurs partout le monde, on disait tout riche. Mais après, quand ils ne sont plus là, on ne voit même plus qu'ils étaient riches. Donc, il s'agit bien sûr des châteaux de cartes.
Parce que le vrai pouvoir est toujours du côté du souverain, c'est-à-dire le souverain peuple, c'est-à-dire le peuple éternel. Parce que les dictateurs, les régimes passent, mais les peuples ou le peuple demeure. Donc nous devons repenser ces enjeux-là pour avancer le monde d'aujourd'hui et de demain, qui est désormais interdépendant, comme je vous l'ai dit. Mesdames, Messieurs, mais bien sûr que ceux qui ont signé à poser des signatures sur cette dette, nous allons demain faire un cas de jurisprudence planétaire. Nous ne paierons pas cette dette-là. Depuis 1997 à nos jours, Sassou Nguesso n'a jamais été élu. Donc toutes les dettes, tout ce qui a été contacté au nom du Congo sera caduque. Et il y aura des procédures et des procédures. Mais nous, à l'échelle nationale, on va s'organiser pour ne pas être dans les situations. D'où l'enjeu demain d'inviter tous les Congolais de Brazzaville, ceux qui vivent à Brazzaville, de passer au trésor public. Et voilà comment les comptes sont pleins. Ce sera des portes ouvertes pour voir voilà, les problématiques des générations futures. Parce qu'il avait dit qu'il avait gardé l'argent pour les générations futures. On va au trésor public. À la Banque des États d'Afrique centrale, on pourra même demander à la France haute. Mais à l'échelle nationale, nous allons demander à tous les Congolais, venez au trésor public. Venez voir là où se trouve l'argent. Il n'y a rien. Et demain, au même temps, à la Banque des États d'Afrique centrale et autres, tout ce qui sera là. Donc, la communication, parce que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celles qu'on lui refuse. Donc demain, vous serez individuellement invité à venir au trésor public et voir là où c'est des comptes. Et chaque fois, il y aura des messages, des comités, des quartiers, des comités de ville, autres, pour montrer chaque fois que les gens vont là. Et à côté, on va retoucher les manches. Sassou Nguesso n'était qu'une parenthèse et par rapport à ça. Et nous allons restructurer l'État et son autorité. Et bien sûr, donc, nous sommes dans un environnement qui est instable, donc nous devons nous militariser et fabriquer tout ce qui nous permettra de défendre l'État et son autorité. Et en même temps, en repensant le monde de demain, dans un monde devenu interdépendant, avec nos anciens partenaires économiques et géostratégiques. Il s'agit bien sûr de repositionner, d'arbitrer et de voir ces synergies, ces antagonismes. Et à côté, pour penser le Congo de demain et à cette échelle-là. Et demain, que l'alternative politique ou les alternances politiques au Congo, par exemple, ou dans tout le bassin du Congo, ne sont plus les dangers de vos intérêts, bien sûr, deviennent la solution pour avancer, créer des services, des valeurs ajoutées et autres, dans un monde qui est désormais en pénurie des ressources naturelles. Donc, tout l'enjeu d'éducation pour réguler la population. Plus les gens seront éduqués, plus nous ferons moins d'enfants, plus ils seront responsables. Donc, d'où l'enjeu de demain. Les Nations Unies doivent mettre tous les moyens. Combien de parts du budget des Nations Unies sur l'éducation, l'UNESCO et les programmes des Nations Unies au développement et tout ce que vous connaissez. Donc, pour garder un cadre de vie planétaire aux générations futures. Mais ne jouons plus les émotions. Nous devons être au cœur de la raison. L'individu capable de gérer soi-même son cerveau, de pouvoir juger par soi-même. Oui, la raison sera au cœur de l'éducation. L'esprit critique. Oui, la conscience psychologique, la raison, la conscience morale. C'est-à-dire ce qui nous permet de savoir la barrière entre le bien et le mal. Les valeurs morales. Bien sûr que nous devons placer le droit, le cycle droit, au cœur de ce processus, de la refondation de ces écosystèmes. D'abord à l'échelle congolaise et puis du bassin du Congo et demain de l'Afrique et aussi planétaire, pour que nous puissions ensemble voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui doit fonctionner, puisque le droit doit être là. Nous ne sommes plus des animaux, nous avons franchi certaines barrières. Nous sommes devenus humains. La loi les règles communes, qui soient sociales, familiales, économiques, politiques, juridiques, tout ce que vous connaissez. Oui, nous devons être au cœur de ces processus-là. Donc,
la problématique de demain est 100% éducation. Éducation. Éduquer le plus grand nombre d'individus partout dans le monde. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. L'homme entier d'ailleurs. Donc nous devons repenser ça. Mais en gardant toujours l'esprit critique. Oui, bien sûr, avec des valeurs qui sont liées aux valeurs de la liberté. Oui, de la justice. Et surtout, du devoir de mémoire et aussi des valeurs morales. Mesdames, Messieurs, je pense que je vous ai fait un traité de contestation à l'échelle d'un écosystème qui s'appelle le Congo-Brazzaville. Un pays pourtant riche en ressources naturelles, en idées, en culture, et qui aujourd'hui est souillé par le régime Sassou Nguesso et ses associés, qui sont d'ailleurs partout dans le monde, mais bien sûr qu'ils se sont accaparés d'un pays pour leurs intérêts. Mais c'est éphémère tout ça, parce que toute chose a une fin. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.